tératome et le femtoseconde avec une grande différence dans le choix du type, du diamètre, et de la taille et de l'épaisseur du flap. Avec le microtératome, nous n'avons pas cette flexibilité et le femtoseconde nous a permis de bien tailler selon nos désirs et les données du patient pour éviter, vous savez, les fameuses ectasies post-glacées. Le femtoseconde a été utilisé aussi pour créer et fabriquer, selon les besoins aussi, des tunnels pour la gestion du tératocone, pour la prise en charge des prises, ici aussi la pose des islets, et la précision, il avait une précision et une prédictibilité et une sécurité dans les greffes laminaires pour une transfixion. L'avènement et le développement des OCT maculaires, des OCT en ophtalmologie a permis de coupler le femtoseconde avec les OCT pour traiter, pour intervenir dans la chirurgie de la cataracte. Au début, les femtosecondes ont été utilisées pour réaliser des incisions cornéennes, parce que déjà sans l'avènement des OCT, nous utilisions le femtoseconde pour les incisions relaxantes en post-greffe ou en post-cataracte. Avec ce laser, et comme je vous ai précisé, le développement des OCT en ligne et en line et en permanent a permis de bien régler la précision du rexis et la femtofragmentation. Vous avez vu les images, les premières images d'OCT ainsi que les images Schindler données par le Pentacam qui ont donné une forme, qui précise la forme, la taille de toute la cornée et les sites d'intervention dans le cadre de la chirurgie de la cataracte pour respecter la zone optique, pour respecter la forme oblate de la cornée et pour respecter les zones de sécurité pour le capsulorhexis et la capsule postérieure et les zones de fragilité zonulaire. Dans le marché des femtosecondes, il existe plusieurs marques qui ont développé des femtosecondes. Ici, c'est le Victus qui est dédié à la chirurgie réfractive plus la chirurgie de la cataracte. Il a un OCT en temps réel, il a un guidage automatique qui peut servir pour la chirurgie, la conduite de la chirurgie sans incident. Il est plus complet que les autres lasers, mais je me méfie toujours des lasers qui font plusieurs choses à la fois. Dans mon expérience, je préfère que le laser soit utilisé pour une seule vocation. Le Lens-X qui est commercialisé actuellement par Alcon et a été développé par Intralase, ce sont les ingénieurs d'Intralase qui ont développé le Lens-X. Donc c'est la même forme, la même approche conviviale de l'Intralase qui est utilisée dans le Lens-X. Malheureusement, lorsque le Lens-X a été acheté par Alcon, le développement a été freiné. C'est l'inconvénient du Lens-X, c'est que l'OCT n'est pas en temps réel, donc il y a une prise d'image de l'OCT et puis le chirurgien continue à travailler selon l'image déjà utilisée. Il est dédié uniquement qu'à la cataracte, c'est un laser qui a évolué entre-temps et qui fait encore beaucoup plus de progrès que les autres lasers. Le Lens-Arc est un laser qui n'est pas très connu. Bon, l'OCT, il n'utilise pas l'OCT, mais il utilise ma caméra Schindler qui est utilisée dans le Pentacam avec un e-tracing, un traçage à l'apéromètre et une reconstruction en 3 DCI. Vous avez peut-être vu les suites réfractives proposées par Zeiss et par Alcon qui utilisent le système CSI, c'est-à-dire la transmission des images que nous avons à partir de l'image topographique pour l'utilisation et l'émission des lasers. Le Zimmer est un laser qui est dédié aussi à la chirurgie réfractive et à la cataracte. Il utilise un OCT aussi en temps réel. Vous allez voir que tous les lasers femtosecondes vont se différencier par le type d'OCT qu'ils utilisent. Dans notre cas et
Pour le moment, nous avons un petit penchant pour l'Optimidica de Catalyse, le Catalyse d'Optimidica, qui est plus convivial, plus facile, plus abordable et qui est dédié essentiellement à la chirurgie de la cataracte. On utilise une interface entre le laser et la cornée du malade, sans aplanation et sans succion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la succion qu'on fait lorsqu'on veut aplatir la cornée pour réaliser le flap. L'imagerie qui est utilisée est une OCT de haute résolution et en temps réel. Le guidage aussi de l'émission du laser est automatique et nous voyons les plans de chirurgie, c'est-à-dire que le chirurgien fait un plan chirurgical en préopératoire, il engage le laser, il visualise les paramètres donnés par l'OCT online et il engage le traitement immédiatement. Les précisions du laser Abbott par rapport aux autres lasers sont liées à l'interface qui est utilisée. Je vais vous montrer une vidéo de Abbott. Vous voyez que l'interface est très facile à poser, donc il n'y a pas de succion, il n'y a pas d'aplanation, et il suffit de remplir le cône utilisé par du BSS et engager la tête du laser dans le cône, et ça s'appelle le docking. Après, l'OCT utilisé dans ce laser-là est un OCT, comme je vous ai dit, très très développé. Il fait une reconnaissance anatomique de la cornée avec toutes les malformations cornéennes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Après, il va délimiter les zones de succulité, l'aire pupillaire, la capsule postérieure et le tilting du cul de la cataracte. Donc le Catalyse a été approuvé et il est... C'est vendredi 13, hein, on va tous prier pour que Dieu nous applique. On est au 13e étage. On n'est pas superstitieux. J'ai une baisse de tension. Donc le Catalyse est approuvé, approuvé aussi un marcation pour la capsulotomie, pour la phacofragmentation, pour les incisions arciformes et pour les incisions cornéennes. Donc il y a une précision de la réalisation des incisions arciformes. Si on veut corriger l'astigmatisme en opératoire pour éviter d'utiliser un implant torique en opératoire. Les incisions cornéennes sont bien déterminées. J'ai essayé d'engager la discussion hier avec Nancy Bouloura dans le cadre de la chirurgie mixte pour la phacoemulsification. Et comme malheureusement le temps n'était pas très large, je voulais qu'il nous parle de la forme architecturale et du respect de la forme architecturale de l'incision pendant et durant tout le traitement de la mixte, parce que c'est très très important de respecter la forme architecturale de l'incision pour bien conduire sa phaco jusqu'à la fin. La capsulotomie a été réalisée dès le début par le Catalyse, d'ailleurs tellement précise qu'on parle de l'ordre de 100%. Le Lexis, et une fois fait, on va en temps réel la capsule flotter, alors il suffit soit de l'aspirer, soit de la retirer. On peut choisir exactement le diamètre du Lexis qu'on veut, soit 5, soit 5,5, ça dépendra aussi des implants premium qu'on va utiliser, si on utilise un multifocal, un torique ou un monofocal simple. Donc la précision et la prédictibilité de la taille des capsulotomies est d'une précision très rare. D'ailleurs, c'était le premier acte opératoire qui a été approuvé pour tous les lasers femtocataractes. Je vous montre deux photos, comme je vous ai dit, qui ne m'appartiennent pas. On voit bien la taille et la perfection du Lexis, rien à dire. Vous savez qu'un Lexis
qui est mal fait ou qui est aussi rétraction post-opératoire en backup, avec l'avènement des aberomètres, on a vu qu'il y a des interférences aberrométriques et des problèmes de vision, de halo, qui sont liés aussi à la taille et à la rétraction du Lexis en post-opératoire. Donc vous avez à droite une photo du Lexis manuel que tout le monde réalise et la splendeur du Lexis réalisé par le Catalyst. La phaco-fragmentation est la partie essentielle. Hier, dans le débat de la Phacomania, nous avons abordé quelques sujets des cataractes dures et certaines méthodes et certains confrères qui adoptent des stratégies pour luxer de noyaux durs dans la chambre antérieure. Je vous ai donné mon point de vue que je n'approuvais pas cette technique parce qu'en temps ralenti, nous avons vu que la mécanique des fluides entraînait des micro-traumatismes endothéliaux et le devenir de la cataracte du patient était évolué inévitablement vers une kératopathie bulleuse et les statistiques ont été communiquées à l'ECRS l'année passée. Donc pour éviter tous ces problèmes de phaco et de luxation, le femtoseconde peut nous aider dans notre avenir chirurgical et pour les jeunes qui viennent à fragmenter le noyau de la cataracte, quel que soit son grade, en plusieurs quadrants, en 4 cadrans, et aller en plus détailler dans les cadrans le softening pour encore le fragiliser. Alors la différence femtocataracte et la phacocataracte, c'est que le femtoseconde va affaiblir la cataracte dans sa largeur et dans sa profondeur, ce qui ne fait pas la phacoemulsification. La phacoemulsification, les utilisateurs, Madame Akani est là pour nous parler de la phaco plus que ça. Le fait que les émissions, la photodistribution des émissions de ondes de laser qui vont aller en surface, en largeur et en profondeur vont fragiliser cette cataracte, quel que soit son degré, et il suffit de passer à la phase finale en faisant uniquement le tracking et l'aspirer. Donc, comme je vous ai dit, il peut le fragmenter facilement. La fragmentation est rapide, facile, c'est le logiciel pratiquement qui fait tout parce qu'il est illiquidé par le laser et le OCT couplé. Comme aussi je l'ai expliqué, donc le diamètre est maximisé, on peut aller jusqu'à la périphérie, jusqu'à ce que l'OCT peut intégrer comme image dans la taille, la largeur de la cataracte et en profondeur, comme vous voyez sur la photo à droite jusqu'à la limite de la capsule postérieure. Bon, ça c'est une image qui montre que aussi le femtoseconde peut être utilisé pour des pupilles étroites et pour des glaucomateux, mais ce n'est pas encore le moment. Les incisions sont d'une précision irréprochable parce qu'il n'y a pas d'aplanation de cornée, et la cornée n'est pas déformée, et on peut, grâce à la forme prise par l'OCT, le laser va vraiment faire et réaliser l'incision que vous voulez, au site que vous voulez, et en même temps réaliser aussi des incisions arciformes pour compenser l'astigmatisme préopératoire. Vous voyez comment que le schéma optique déjà dessiné par l'OCT qui permet au laser de réaliser ces incisions. Le système femtoseconde est doté d'un guidage intégral donc, qui permet de démettre là où on veut, à la quantité qu'on veut et le temps qu'on veut les émissions de laser. Alors en pratique courante, je ne suis pas, comme je vous ai précisé, utilisateur encore de laser femtoseconde pour la cataracte, mais en pratique réelle, ça se fait aisément. On paramètre le laser en préopératoire, c'est-à-dire sans la présence
du patient, on fait rentrer les données du patient, l'âge, bien sûr, la densité du noyau, ce qu'on veut. Il y a des chirurgiens qui veulent régler les problèmes réfractifs liés à la cornée en préparatoire, donc ils utilisent aussi un apport d'apéromètre en plus. Le patient est installé sur le lit du malade, on applique une goutte de Novisine ou de Cébésine sur la cornée, on n'utilise même pas de blépharostat, parce que le cône qu'on va appliquer va permettre d'élargir toutes les paupières. On engage le docking, c'est-à-dire mettre le liquide dans le cône, on met le contact de la cornée avec le laser, l'OCT est engagé, toutes les images sont prises, le laser va réaliser dans un premier temps le lixis, la fragmentation et remonter en surface pour réaliser les incisions primaires, secondaires et relaxes. La deuxième étape, c'est de faire déplacer. Alors ici aussi c'est un inconvénient parce que pratiquement tous les lasers, soit on l'utilise dans une salle, soit dans deux salles. Donc souvent on va déplacer le malade d'une salle à une autre. Il y a des chirurgiens qui approuvent, d'autres qui veulent travailler tous en même temps dans la même salle. Je vais, si la vidéo démarre. Donc vous voyez le docking, le cône est posé sur l'œil du malade, du PSS est rentré, le laser est engagé, c'est le docking. Une fois que le docking est fait, le chirurgien fait sa prise d'OCT, il positionne les incisions qu'il veut. On voit ici la prise de la zone de sécurité, surtout en profondeur, parce que ce laser va commencer à travailler en profondeur pour remonter en surface. Donc il faut bien délimiter la capsule postérieure et la procédure est réalisée pratiquement en 60 secondes. Il reste à faire passer la patiente sous le microscope opératoire. On peut utiliser une infusion ou juste pour le cracking. Mais dans ce laser-là, sa séduction, c'est la non-utilisation réelle des ultrasons. Donc la fragmentation, l'aspiration se fait avec toute sécurité, protégeant aussi la cornée et les suites opératoires sont simples, sécurisées. Le débat est engagé pour tout le monde pour voir le futur de cette technique. Alors, les chirurgiens vont-ils l'adopter ou pas? Je me rappelle de la situation extracapsulaire FACO, comment ça a été défendu. Nous avons développé l'extracapsulaire dans sa forme, c'est-à-dire en réglant les incisions. Après, dans ces techniques de capsulorhexis, les gens se rappellent qu'au début, nous faisions des incisions sclérales, après cornéosclérales, après cornéenne pure, après cornéenne inverse. Nous sommes passés après dans la chambre antérieure pour faire des lexis, soit en plein repos, soit en technique de l'enveloppe. L'avènement de l'hydrodissection et l'hydrodélinéation ont beaucoup fait évoluer l'extracapsulaire pour travailler en micro-noyaux. Après, les implants sont développés, la FACO, malgré tous ces développements de l'extracapsulaire, la FACO s'est imposée et je me demande si le laser femtocataracte ne va pas s'imposer pour remplacer la phacohumidification. Les avantages du laser, c'est un laser où on travaille en sécurité, la chambre antérieure est fermée, il n'y a pas de manipulation de la chambre antérieure, on peut personnaliser le traitement, surtout la position des incisions et la position de la taille du lexis. Cette prédictibilité est assurée et potentialisée par le couplage de l'OCT et cette reproductibilité. J'ai fini. Je vous remercie. Merci.